plénière où le débat sur le projet de loi électorale ou proposition de loi électorale sera faite. Est-ce que vous y avez participé, oui ou non? Mais le débat n'a pas eu lieu. C'est ça, on a retiré son projet. Il me semble que le gouvernement aussi avait retiré ses 4 projets de loi. Maintenant, nous sommes en session extraordinaire. On nous dit on va remettre la question sur la table. Nous disons non, nous ne sommes pas concernés par ça parce qu'une loi électorale existe. Elle est en adéquation avec des élections, avec l'organisation des élections qui n'ont pas encore été organisées, notamment celles des députés provinciaux, celles des sénateurs et des gouverneurs. Pourquoi on ne veut pas faire ces élections? Mais vous êtes quand même... On consacre l'illégitimité des institutions. Vous partagez quand même l'avis de Caméré qui dit que logiquement, on ne devait pas convoquer, lors de cette session extraordinaire, on ne devait pas convoquer, mettre sur table quelque chose, que la session extraordinaire ne pouvait pas s'épancher sur une matière qui n'avait pas été convoquée auparavant. Non, je crois que c'est pas ça. Je respecte le point de vue de Caméré là-dessus. On partage le même point de vue d'ailleurs. Mais les débats aujourd'hui, c'est les débats en rapport avec la modification ou pas de la loi électorale. Et là-dessus, y compris M. Caméré, y compris M. Boussa, y compris M. Jean-Claude Vouemba, y compris M. Fayoulou, y compris les autres collègues de l'opposition, UDPS, etc., nous sommes tous d'accord sur le fait que on n'a pas besoin d'une autre loi électorale. La loi en vigueur permet de réaliser les élections qui n'ont pas encore été réalisées depuis 3 ans et qui mettent le pays en situation d'institution illégitime. Le Sénat est illégitime. Les assemblées provinciales sont illégitimes. Les gouverneurs des provinces sont illégitimes. Le président de la République, en tant que garant du fonctionnement harmonieux des institutions, ne voit-il pas là sa responsabilité engagée pour résoudre ces problèmes? Or, pour résoudre ces problèmes, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. On a besoin d'une volonté politique ferme et claire pour dire en 2015, on règle ces problèmes. Et on va aux élections présidentielles en 2016 pour finalement organiser les locales et municipales après que le nouveau président soit élu. Voilà. Ben voilà, il nous reste plus de 10 minutes, on va vraiment les gérer. On parle du gouvernement de cohésion nationale. Je ne vous demanderai pas si vous pensez que ce gouvernement est de cohésion nationale. On sait voir la réponse. Mais je vous demande plutôt de savoir la polémique qui existe ou qui a existé par rapport à la nomination de 3 membres du MLC. Vous avez fait partie du MLC également. Aujourd'hui, Bazaïba, qui est le nouveau secrétaire général du MLC, les considère comme des ex-opposants. Vous êtes du même avis? Je considère qu'il faut évoquer la question nationale de la cohésion nationale. C'est la question la plus importante pour moi par ailleurs. Et donc je considère par ailleurs que par rapport à cela, il n'y a pas de gouvernement de cohésion nationale. La preuve est là. Vous donnez la preuve. Il n'y a pas de gouvernement de cohésion nationale. Vos collègues du MLC. Il y a des collègues, pas simplement des ex-MLC ou du MLC. Il y a des collègues de certaines formations politiques qui ont librement décidé de rejoindre la majorité. Il faut respecter leur point de vue. Non, mais c'est parce qu'ils ont dit. Il faut respecter leur choix. Ils continuent à être des opposants, mais est-ce qu'on ne peut pas débattre de l'intérieur ou combattre à l'intérieur? Pourquoi vous voulez toujours être... Non, moi je voudrais donner des réponses aussi pédagogiques aux citoyens lorsque nous passons à la télé, au lieu d'être des sophistes, tout simplement. Il est clair que je respecte la volonté des collègues qui ont décidé de rejoindre la majorité. Et je pense qu'ils ont été conséquents par rapport à eux-mêmes. Deuxièmement, ce gouvernement est né d'une résolution, de l'une des résolutions des concertations politiques ou des concertations nationales. Rappelez-vous que le 1er juillet 2013, l'opposition politique, par ma voix, au CEPAS, a dit non aux concertations politiques. Nationales. Aux concertations nationales, merci. Rappelez-vous de cela. Et c'est ça qui m'a coûté mon départ du MLC, ma radiation du MLC. Non, c'est parce que vous avez créé un courant politique au sein du MLC. Je vous en prie. J'ai dit, c'est ça qui m'a fait coûter ou qui m'a coûté ma radiation au sein du MLC. Mais on va dire que il y a un problème d'interprétation de texte au sein du MLC. Mais laissez-moi parler. Non, moi je ne dépends pas du MLC, moi je suis du CDR. Je voudrais simplement me positionner par rapport à l'histoire. Ok? Par rapport à l'histoire, j'ai dit non aux concertations. Oui, mais par rapport à l'histoire, on vous a accusé aussi d'avoir créé un courant au sein du MLC. Alors que je réponds aux questions. Donc par rapport à l'histoire, j'ai dit non aux concertations politiques. Et en même temps, j'avais dit non au manque de démocratie interne, où on envoie à la CENI quelqu'un qui n'avait pas été élu.
Et je suis radié du parti pour ce faire. Les partis s'engagent dans la voie, mon ex-parti s'engage dans la voie des concertations politiques. Mais je pense que l'une des résolutions, c'est la constitution d'un gouvernement. Que certains soient conséquents par rapport à leur participation. Donc vous êtes... Je crois qu'ils sont mieux placés pour débattre à l'interne. Vous faites partie de ceux qui reprochent au président Kabila d'avoir débauché des gens au MLC. Non, moi je suis de ceux qui considèrent que... Puisque vous considérez qu'ils ont rejoint la majorité. Non, je suis de ceux qui considèrent que la constitution de la République, la loi portant statut de l'opposition sont claires. Lorsque vous soutenez le programme d'action du gouvernement et vous y faites partie, vous appartenez à la coalition qui gouverne. Ceux qui n'appartiennent pas à la coalition qui gouverne et qui contredisent et qui ont des propositions par ailleurs alternatives par rapport à celle-là sont de l'opposition. C'est clair, il ne faut même pas raconter des histoires autour de ça. Voilà. Maintenant, donc, débauchage ou pas, moi, ce n'est pas mon problème. Je considère que certains acteurs politiques, jouissant de leur libre arbitre, ont décidé de rejoindre la majorité. Maintenant, nous qui sommes dans l'opposition, nous devons plutôt nous organiser, nous réorganiser davantage. Mais encore, il faut attendre, il faut les écouter. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont de, ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est la loi. Non, moi, je ne reproche pas, madame. Au lendemain de la publication madame, ne donnez pas l'impression. Non, ne me donnez pas l'impression que moi, je leur reproche quoi que ce soit. J'ai dit, ils ont pris leurs responsabilités. Moi, je suis un libéral. Mais ils continuent. Moi, je suis un libéral. Non, ça, c'est le débat entre les partis politiques. Moi, je suis du CDR. Le CDR ne peut faire partie du gouvernement. Mais on vous a suivi également au lendemain de la publication de ce gouvernement de cohésion nationale. Vous l'avez carrément traité d'inapte. Est-ce que vous pensez que ces gouvernements ne poursuivent pas les assignations qui a été Non, les chefs de l'État, pas au lendemain. Est-ce que les assignations qui lui ont été assignées ne sont pas logiques et normales? Non, le chef de l'État a dit lui-même, s'agissant des questions d'ordre social, que c'est ces gouvernements qui va trouver des réponses aux problèmes sociaux des Congolais. Et vous l'avez jugé inapte. Et là-dessus, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai pas utilisé le mot inapte. Là-dessus, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais le président Kabila est président démocratiquement élu depuis 2006. Mais ça fait 8 ans que le budget de l'État congolais, l'argent de l'État augmente. On est passé de 1,2 milliard en 2006 à aujourd'hui une projection de 10 milliards de dollars en 2015. Mais c'est depuis ces temps que le fonctionnaire n'a pas 100 dollars américains. C'est aujourd'hui que ce gouvernement va résoudre les problèmes sociaux. Alors bravo, j'attends c'est des gouvernements un travail d'Hercule. Véritablement un travail d'Hercule. Ce serait très intéressant pour les Congolais. Et je considère que, toutes choses étant égales par ailleurs, le budget 2015 a été déjà voté au Parlement avant que ces gouvernements ne soient mis en place. Alors que dans ces budgets, on ne prévoit pas que les fonctionnaires auront 300 dollars, 400 dollars par mois. Et je ne vois pas comment ça va se passer. Deuxièmement, s'agissant des questions des prix des biens sur les marchés, aujourd'hui, les cartons des chinchards, j'ai dit tout à l'heure, c'est 90 000 francs congolais. Voilà. Je ne vois pas comment ça va être réduit de moitié d'ici le mois de fin juin. Je ne vois pas comment. Attends, je vois pas comment. J'aimerais bien voir les soins de santé, de qualité, de proximité. Je ne vois pas comment on va résoudre ces problèmes. Les 70% de Congolais qui vivent en descente de 2 dollars américains par jour. Mais je ne vois pas comment ils vont les réduire à 10%. Donc je veux dire, c'est la démagogie politique. Arrêtons d'être démagogues lorsqu'on est au pouvoir. Gérons. Et gérer, c'est prévoir. D'accord. Il y a quand même une plateforme politique qui réclame en ce moment un audit sur la gestion de province. Qu'en pensez-vous? Vous avez été aussi candidat gouverneur. Non, je crois que la gestion du pays en général, pas que des provinces, mérite une autopsie. Malheureusement, qui doit faire ces contrôles et qui doit impulser ces contrôles. J'ai parlé tout à l'heure, au début de l'émission, d'un leadership déterminé, d'un leadership pragmatique. J'ai parlé aussi de la pratique de gestion au niveau du leadership au sommet de l'État, qui doit avoir toute une philosophie. Lorsque tout le monde sait que beaucoup de gouverneurs ou beaucoup d'institutions provinciales gèrent mal les ressources publiques et que personne n'est sanctionné de ces faits, vous n'allez pas me dire que c'est demain que ça va se passer. Lorsque au niveau du pouvoir central... Cet audit est quand même le bienvenu, on va dire ça. Non, j'en arrive, je préfère être technique aussi par rapport à un certain nombre de questions. Lorsque les questions de gestion de l'État, on nous amène un rapport de reddition des comptes. La reddition des comptes,
c'est l'occasion pour le gouvernement de rendre compte de la manière dont l'argent public a été géré au cours d'un exercice. Et qu'on se rend compte que les rapports de reddition des comptes n'est pas conforme aux lois de la République et que personne n'est sanctionné au niveau central. Mais qui donne l'impulsion pour des audits? C'est le pouvoir central qui donne les impulsions. Lorsque vous me parlez des audits, vous voulez me dire que les institutions provinciales sont inefficaces. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes les institutions sont inefficaces. Les contrôles du gouvernement, bien sûr, j'ai indiqué, le contrôle au niveau des assemblées délibérantes, c'est du domaine des députés provinciaux pour les côtés provinciaux, c'est du domaine de députés nationaux ou du Sénat, des sénateurs, pardon, au niveau national. Vous avez bien compris que les contrôles sont inefficaces et que la gestion n'est pas bonne. Voilà un défi à relever. Mais quels seront les auditeurs? Les inspecteurs de finances? Ce serait très bien qu'on leur donne les moyens de leur travail. Ce serait très bien qu'on leur donne les moyens de leur travail. La Cour des comptes. Mais ce serait très bien aussi qu'on donne à la Cour des comptes les moyens de son travail. Ouais. C'est pourquoi nous considérons que la gouvernance est mauvaise. Il y a toute une logique économique qui sous-tend la mauvaise gouvernance aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'aimerais vraiment bien qu'on parle de ce qui se passe à l'est du pays, mais on ne peut pas parler puisque nous parlons de province. J'aimerais quand même que vous me dites en 2 mots comment vous avez appréhendé les discours d'un gouverneur de province également lors de son retour de soins médicaux en la personne de Moïse Katumbi Chapwe. Vraiment, ne vous attardez pas parce qu'on va parler de l'est du pays. Non, monsieur Moïse, gouverneur de Katanga, si ce qu'il a dit relève de ce qu'il pense et ce qu'il compte faire, il n'a qu'à nous rejoindre. Et si on n'a pas le courage, si on n'a pas le courage, vous pensez que que la majorité vous parlez de Moïse, moi je réponds à la question. Ce qu'il a dit correspond exactement à ce que nous avons toujours dit. Pas des révisions constitutionnelles. Maintenant, il y a un acteur de la majorité, gouverneur de province de son État, qui maintenant est d'accord avec l'opposition sur cette question, mais il doit l'assumer jusqu'au bout. Ça permet de développer des synergies entre les élites congolaises qui appartiennent à la majorité, à l'opposition, à la société civile, si des questions transversales d'intérêt national. Alors vous pensez que s'il n'a pas le courage de vous rejoindre, il appartient à la majorité de le radier de sa famille politique? C'est pas à moi de tirer les conséquences. C'est à Moïse Katumbi lui-même de tirer les conséquences. C'est pas moi. Je ne peux pas parler, je ne suis pas le porte-parole de la majorité. Alors, on va rapidement parler de l'Est. Hein. On n'a vraiment plus beaucoup de temps. Tout ce qui se passe à Béni, on a vu une équipe gouvernementale qui est descendue sur place, qui a essayé d'entendre les uns et les autres pour comprendre ce qui se passe. Mais de l'autre côté, Boussania Moussi accuse les responsables dans le FRDC d'être à la base de ce qui se passe à Béni, à la base de ces massacres. Vous êtes du même avis? Mais voilà pourquoi j'ai toujours considéré que nous avons un pouvoir inapte à répondre aux questions des sociétés. Voilà dans quel sens utiliser le mot inaptitude. La question de l'Est se pose avec acuité il y a de bonnes dizaines d'années. M23, NITT, il faut féliciter d'ailleurs l'apport de la communauté internationale, mais aussi féliciter nos militaires qui, sur cette question de M23, ont fait un travail exceptionnel. Deuxièmement, mais il y a toujours à la marge quelque chose qui n'est pas éteint. Il y a l'insécurité à l'est du pays. La responsabilité du gouvernement n'est pas de nous dire on est allé sur le terrain, on est revenu. Le chef de l'État est passé par là. Tout le monde a supposé qu'après le passage du chef de l'État, la question serait réglée. Aujourd'hui, on me dit qu'une délégation gouvernementale est encore passée par là. Sûrement pour nous dire, dans 2 semaines ou 1 semaine seulement, on n'en parle plus. Le peuple de Béni, comme tous les peuples congolais, a besoin de la réponse. C'est quoi la réponse? Que les armes se taisent, que la paix revienne. C'est de la responsabilité du gouvernement, qu'on arrête de nous rabattre les oreilles avec des discours. On a besoin de réponses. Et si on n'a pas de réponse, on est inapte à trouver la réponse. Et donc on n'a pas sa place. Alors le 2 janvier, ce sera la fin de l'ultimatum donné au FDLR pour pouvoir se rendre. On constate quand même il y a un grand nombre qui ne s'est pas encore rendu jusque-là. Alors, d'après vous, que doit-on faire? Je pense qu'il est bon de multiplier la pression sur le FDLR, parce que le pays a besoin de la paix. Qu'attendez-vous par multiplier la pression? Ah oui, je crois que ceux qui ont le langage militaire le savent.
Il y a le langage militaire, le langage diplomatique. Moi, je ne suis pas ministre de la Défense pour dire on va mettre 100 000 hommes là-bas. Non, je pense que l'armée congolaise devrait faire son travail pour que les Congolais retrouvent la paix. Mais nous sommes aussi dans le concert des nations, où vous avez la MONUSCO qui est présente dans le pays, qui a fait un travail exceptionnel, un travail de titan, n'est-ce pas, où des hommes de la MONUSCO sont tombés même sur le terrain. Je pense aussi que là-dessus, sur le plan diplomatique, il faut que les pressions soient multipliées, aussi bien au Congo qu'à l'extérieur du Congo. Les FDLR sont d'origine rwandaise. Je pense qu'il est bon que le Rwanda puisse se rendre compte que ce sont les compatriotes rwandais qui sont au Congo qui créent du désordre. Il faut leur créer un cadre sécurisé de retour dans leur pays. N'est-ce pas? Je pense que la question ne peut pas se résoudre simplement au sein du Congo. La question se résout aussi au sein de la région des Grands Lacs, mais en même temps au niveau de la communauté internationale, ce qui est toujours fait depuis lors. Hein. Mais puisque vous évoquez MONUSCO, que pensez-vous du départ définitif de ces structures? Bon, j'ai suivi le président de la République parler du départ de la MONUSCO, mais j'ai suivi aussi le même président solliciter l'intervention de la MONUSCO lorsque le M23 nous a causé du tort. Ça, je l'ai suivi. Je pense qu'un pays, il n'y a pas le droit de changer d'avis. Un pays organisé, où on nous dit que ça marche très bien, on ne devrait pas avoir une armée étrangère dans le pays. Mais pourquoi vous avez les forces de la MONUSCO au Congo autant que vous avez les forces des Nations Unies en Centrafrique? Parce qu'il y a la précarité de la situation. Si le gouvernement congolais, le président de la République en tête, prend à bras le corps du problème et nous rassure que nous sommes en sécurité. Nous, quand on était jeunes dans ce pays, on se promenait à tout moment, partout. On n'a jamais entendu parler de la guerre, n'est-ce pas? Si le chef de l'État garantit que le pays est sécurisé, on n'a pas besoin de la MONUSCO, s'il vous plaît. La MONUSCO peut même partir demain, si le pays est sécurisé, si on a toutes ces garanties-là. Okay. Donc c'est lui, le chef de l'État, qui s'est engagé par rapport à cela. C'est à lui aussi de se rendre compte que maintenant la paix est totale et qu'on n'a pas besoin d'une armée étrangère. On ne peut pas polémiquer là-dessus. Ok. Je pense. Ok. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que je venais de m'entretenir avec l'honorable député national Jean-Lucien Boussaï, président du CDR. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Bonne année à toutes et à tous.